Durant la guerre de 30 ans, un conflit qui ravagea l'Europe de 1618 à 1648, la France, qui était intervenue tardivement dans ce conflit à partir de 1635 sous le ministériat du cardinal de Richelieu, entendait réduire la puissance de la maison de Habsbourg, sa grande rivale dynastique, sur le continent européen en général et plus particulièrement dans le Saint-Empire. Bien qu'absente des premières phases du conflit, la France surveillait avec méfiance son encerclement par les territoires dépendants des Habsbourg. Les prises de position officielles du royaume voulaient qu'en intervenant dans le Saint-Empire, à partir de 1635, Louis XIII protégea les intérêts et la liberté de ses alliés germaniques. Il ne pouvait donc pas être tenu pour responsable des troubles que l'Allemagne vivait, puisque l'ambition de la maison d'Autriche, qui régnait à Madrid aussi bien qu'à Vienne, l'y avait plongé, à en croire le langage employé envers les princes de l'Empire, susceptibles de soutenir la politique française. C'est donc la dynastie de l'empereur, issue de la maison de Habsbourg, qui détermine à l'avance la politique française à l'égard du Saint-Empire. En effet, le cardinal de Richelieu, qui fixa les priorités de la diplomatie française dans les grandes instructions données aux ambassadeurs de France le 30 septembre 1643, par son successeur, le cardinal Mazarin, mais minuté avant la mort de Richelieu, le 4 décembre 1642, était persuadé que l'Espagne voulait user de l'empereur pour mettre à son profit les forces militaires du Saint-Empire. À cet effet, comme Richelieu disait lui-même en 1629, l'empereur tentait à l'instigation des Espagnols, je cite, de se rendre maître absolu de l'Allemagne et la réduire en une monarchie absolue, anéantissant les lois anciennes de la République germanique sur lesquelles est fondée l'autorité impériale. Tout au long du conflit, les actions militaires s'accompagnaient de tentatives de négociations diplomatiques qui culminaient donc à partir de 1643-1644 au moment de l'ouverture du congrès de Westphalie, dont vous voyez ici les principaux négociateurs. Mazarin hérita ainsi d'un conflit dans lequel la France était engagée sous Richelieu et auquel il mettra fin le 24 octobre 1648 en signant la paix avec l'empereur du Saint-Empire et suite à l'échec des négociations franco-espagnoles à travers la paix des Pyrénées conclue par les deux royaumes catholiques le 7 novembre 1659 et qui est donc par la suite scellée par un mariage. Ça intervient donc un peu avant la mort du cardinal le 9 mars 1661. Passant ainsi dans la postérité pour un homme de paix, Mazarin fut pourtant perçu vers 1648 comme l'homme qui avait empêché la conclusion de la paix universelle. Vivement critiqué au sein du royaume, il se vit confronté, comme on le sait bien, de 1648 à 1653 à une guerre civile à Fronde, en parallèle avec le conflit international en cours avec l'Espagne. Malgré la signature du traité de Münster que vous voyez ici, avec la signature du représentant de la France, voilà, le comte Servien qui signe le traité pour la France. Donc malgré cette signature du traité de Münster passée avec l'empereur, l'année 1648 ne marqua donc ni pour la France ni pour Mazarin le retour au calme. Les liens existants entre la guerre internationale et la crise intérieure du royaume ont fait l'objet de plusieurs études dans l'historiographie française aussi bien que dans l'historiographie anglo-saxonne. Je me limiterai ici à signaler les travaux de Lucien Billy qui, dès 1996, a consacré un article important à cette question et de Pozzolino dans la monographie Mazarin's Quest, The Congress of Westphalia and the Coming of the Fronde est l'une des contributions majeures à l'étude de ce problème. La diplomatie française à Westphalie, préparée par Richelieu et mise en place par Mazarin, a été étudiée entre autres par l'historienne allemande Anuschka Tischa dans sa thèse publiée en 1999. L'échec des pourparlers franco-espagnols dans la thèse d'habilitation à diriger de recherche de Michael Rohrschneider. L'histoire des négociations aboutissant à la paix des Pyrénées dans la thèse de Daniel Serré. Ces deux études ont été publiées en 2007.
Parmi les travaux plus récents, on notera la thèse de Julien Rigibaud, soutenue en 2019, qui aborde la thématique de la diplomatie mazarine de la Fronde à travers le prisme des rapports des nonces pontificaux. Or, ce n'est que depuis décembre 2022 que la recherche historique peut s'appuyer sur une édition historico-critique de l'intégralité de la correspondance diplomatique française du Congrès de Westphalie. Vous voyez ici l'une des pages des documents conservés dans les archives. Il est clair qu'une édition historico-critique permet une approche beaucoup plus précise de ces documents que la lecture des documents dans les archives. En fait, commencé en 1962 par le volume comportant les grandes instructions reçues par les ambassadeurs de France le 30 septembre 1643, l'édition de ce corpus de sources majeures est sur le point de s'achever 60 ans plus tard. Un groupe de chercheurs dont j'ai eu l'honneur et le plaisir de faire partie s'étant vu proposer fin 2022 la lecture en avant-première du dernier volume de la série de la correspondance diplomatique française, actuellement en cours de préparation et confié à Albert Schirmeister, ici présent, chercheur à l'Institut historique allemand de Paris, dans le cadre d'une coopération avec le Centre de recherche sur l'histoire de la paix de l'Université de Bonn, porteur du projet depuis plus de 60 ans. Profitant de l'échange organisé entre experts, notamment dans le cadre d'un colloque récemment organisé à l'IHA de Paris, le volume enrichi des index très élaborés, caractéristiques des publications très soignées de cette collection, d'une introduction qui reste encore à rédiger, etc., est censé paraître peut-être en 2025, je dirais. Après avoir rappelé le développement de la diplomatie mazarine à Westphalie depuis 1644, puis l'apport du projet d'édition de sources des actes de la paix de Westphalie, des actes Apaches Westphalicae, nous nous interrogerons aujourd'hui sur l'enrichissement de nos connaissances par le dernier volume de cette collection qui s'achève sur la dépêche par laquelle l'ambassadeur Abel Servien, signature du traité pour la France, comme nous venons de le voir, rend compte de la conclusion de la paix. Donc, dans un premier temps, la diplomatie mazarine à Westphalie. Les préliminaires de Hambourg du 25 décembre 1641 avaient prévu l'ouverture du congrès de Münster et d'Osnabrück en 1642, donc deux villes dans le nord-ouest de l'Allemagne situées à une trentaine de kilomètres l'une de l'autre. Mais les envoyés tardèrent à arriver pour plusieurs raisons pratiques et politiques, de sorte que les pourparlers ne débutèrent qu'après la mort de Richelieu. En effet, les deux ambassadeurs français, Claude de Memcomte d'Avaux et Abel Servien, que vous voyez ici, arrivèrent à Münster au printemps 1644 et furent rejoints par le chef de délégation, le duc de Longueville, Henri II d'Orléans, en 1645. À Paris, c'est bien entendu Mazarin qui fixait les objectifs de la politique française, approuvé le cas échéant, certains documents le précisent, par la reine régente Anne d'Autriche et par le Conseil d'en haut. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Brienne, avait pour responsabilité d'envoyer au plénipotentiaire français leurs instructions, souvent minutées sous la direction de Mazarin par Hugues de Lyon, secrétaire du cardinal et de la régente, et futur secrétaire d'État aux Affaires étrangères à partir de 1663, qui plus est, ce n'est pas un anodin, c'est le neveu de Servien. Tout en conservant les éléments fondamentaux des conceptions du cardinal de Richelieu pour la paix générale, dans les instructions données aux ambassadeurs français en 1643, Mazarin modifia au cours des négociations certaines priorités de la diplomatie française à Münster, de sorte que le désir de l'expansion territoriale l'emporta finalement sur les autres objectifs de la France, et que, dans les conceptions de la paix de Mazarin, le concept géostratégique de l'expansion territoriale remplaça le système des garanties mutuelles imaginé par son prédécesseur. Toutefois, et les correspondances publiées dans les derniers volumes de la correspondance politique française le montrent bien, même dans la phase finale des pourparlers, la France n'a pas renoncé au projet d'alliance et de ligue. Quoi qu'il en soit, le comte d'Avaux et Servien soutenaient ce programme d'expansion territoriale qui visa notamment l'Alsace et le mettaient en pratique à Münster avec l'aide du duc de Longueville, futur frondeur. Ces trois personnages, d'Avaux, Servien, Longueville, avaient des profils biographiques tout à fait différents, notamment concernant leur rang social, leur expérience diplomatique, leur connaissance de l'Allemagne et surtout leur rapport avec Mazarin. Puisque si Servien était l'homme de confiance de Mazarin,
Davos était plutôt un concurrent et Longueville, comme je viens de vous le dire, est l'un des futurs frondeurs. En outre, à part ces trois personnages, donc la France comptait plusieurs ministres résidant à Münster et à Osnabrück, ainsi que plusieurs envoyés français auprès des principales cours. Donc un véritable réseau diplomatique français s'était constitué dans l'Empire, qui fournissait des informations indispensables aux ambassadeurs de Münster, au gouvernement à Paris et notamment à Mazarin. Or, si Servien était donc l'homme de confiance du cardinal au sein de la délégation française, le duc de Longueville, qui obtint l'autorisation de rentrer en France dès le 3 février 1648, et le comte Davos révoqué au printemps de la même année, le 13 mars, est parti de Münster le 18 avril, puisque dans un premier temps, il prétend ne pas avoir bien compris cet ordre de revenir à Paris. Ces personnages échappaient partiellement au contrôle de Mazarin. Plusieurs désaccords se manifestèrent donc entre eux et le cardinal durant les pourparlers. Or, au début du congrès de Westphalie, le comte Davos fut incontestablement le meilleur connaisseur de l'Allemagne et de toute l'Europe du Nord dont la diplomatie française disposait alors. La bonne renommée et la longue expérience diplomatique du comte, ancien ambassadeur de France à Venise, puis près le Saint-Siège, au Danemark, en Suède et en Pologne, puis à Hambourg, ne pouvaient être mises en cause. Qui plus est, Davos contrôlait la plupart des diplomates qui représentaient la France dans le Saint-Empire et qui lui adressaient directement le rapport. En Allemagne, il avait ainsi réussi à établir un corps diplomatique, j'emploie ce terme bien qu'il n'existe bien entendu pas encore à l'époque, qui était largement identique à sa propre clientèle. De toute façon, Mazarin ne pouvait et ne voulait même pas imposer toujours sa volonté aux diplomates. Le cardinal lui-même et Davos étaient bien conscients de cette particularité de la diplomatie française, qui consistait justement à convaincre les propres diplomates plutôt que de leur donner des ordres secs. Et c'est la raison de la longueur des dépêches diplomatiques françaises par rapport à celles d'autres nations. Et dans les dépêches, ils exprimaient explicitement cette position, malgré quelques réserves qui ne pouvaient manquer. Ils attestaient donc de leur attachement à ce style français, conscient que celui-ci différait considérablement de celui adopté par exemple par la diplomatie suédoise. Cependant, force est de constater que cette politesse des échanges entre Mazarin et Davos masquait le désaccord qui existait entre les conceptions politiques des deux hommes relatives au rapport entre la France et les puissances protestantes. Mazarin ne pouvait pas critiquer ouvertement le comte, car celui-ci était en quelque sorte incontournable dans les affaires d'Allemagne et entretenait son propre réseau de fidèles et de créatures. Parfois, Mazarin jugeait toutefois qu'il était nécessaire de donner aux ambassadeurs des ordres plus autoritaires. Le 15 mars 1647, le cardinal adressa au comte Davos un mémoire d'une forme particulière, voire unique, parmi les correspondances des années 1644 et 1648. Ce mémoire est intitulé « Sentiments de Monsieur le cardinal Mazarin, proposé et approuvé dans le Conseil du roi et envoyé à Monsieur Davos à Osnabrück ». Le titre et la teneur du mémoire expliquent les fondements juridiques des ordres transmis à Davos, ce qui ne se faisait généralement jamais dans les dépêches adressées aux plénipotentiaires. Mazarin se fondait en effet sur le consentement du Conseil et sur un ordre royal. Davos devait impérativement suivre la ligne de conduite fixée envers les Suédois dans ce mémoire et ne pouvait la modifier que si le changement de situation le requérait et avec le consentement du duc de Longueville, chef de la délégation. Ce mémoire devait mettre fin au projet du comte Davos de menacer les alliés protestants de la France, de leur retirer le soutien politique et surtout militaire et financier du royaume s'ils n'acceptaient pas de modérer leurs revendications d'ordre confessionnel. Or, ce ne fut pas le règlement des conflits religieux, mais le dédommagement territorial du royaume qui constituait la préoccupation essentielle de la France et de Mazarin dans cette négociation cruciale, non seulement pour le succès du Congrès, mais aussi pour 3 siècles d'histoire des relations franco-allemandes. Ces négociations étaient rythmées par la rédaction et l'échange d'une série de projets, contre-projets et répliques, le plus souvent transmis par écrit aux médiateurs, mais parfois rédigés par les médiateurs eux-mêmes et qui étaient par la suite discutés, rejetés, modifiés, confirmés en partie ou complétés pendant des années. Dans le cas des articles relatifs
à l'Alsace et à la Lorraine, c'est-à-dire des articles 69 à 91 du traité de Münster du 24 octobre 1648, on peut noter que la rédaction finale a été préparée par l'échange de 31 documents qui vont des premières propositions présentées par les ambassadeurs français le 4 décembre 1644 au dernier projet français du traité de paix daté du 1er juillet 1648. Le caractère compliqué des articles réglant le passage des possessions habsbourgeoises en Alsace et les évêchés lorrains de Metz, Toul et Verdun à la France n'est que le reflet d'une réalité juridique assez complexe dans les territoires concernés. Mais elle s'explique aussi par le fait que la paix de Münster était un texte collectif, rédigé au cours de 4 ans de négociations, non seulement par les parties concernées, mais aussi par les médiateurs censés faciliter la conclusion de la paix, l'ambassadeur de la République de Venise et l'envoyé du pape, que nous avons déjà vu hier, Alexandre VII, alias Fabio Chigi, le nonce apostolique qui négocie donc la paix avec les royaumes catholiques. Durant ces pourparlers, les articles du traité de paix se précisent au fur et à mesure que les demandes et les propositions respectives se concrétisent. Mais certaines clauses ont aussi tendance à devenir plus ambiguës. En effet, pour concilier leurs différents points de vue, les parties acceptent souvent des formules plus souples au détriment de la clarté. La souplesse, voire l'ambiguïté, apparaît tout à fait acceptable à Mazarin dans les pourparlers avec les impériaux. En revanche, le cardinal se méfie profondément de l'Espagne. Et c'est cette méfiance réciproque entre Français et Espagnols qui fait échouer leurs négociations à Münster. Comme le montre très clairement l'édition évoquée par Olivier Poncet du tome 5 de la correspondance diplomatique française, et où j'ai formulé dès 2002 cette hypothèse dans l'introduction. Depuis, elle a été confirmée dans la thèse d'HDR de Michael Rohrschneider, qui confirme que c'est plutôt cette méfiance que les différences substantielles concernant, par exemple, la Lorraine, qui expliquent l'échec de ces pourparlers à Münster. Michael Rohrschneider est aussi un bon connaisseur des correspondances diplomatiques de l'époque, puisqu'il est l'éditeur du tome 6 de la correspondance diplomatique française. Donc on verra en deuxième partie, là je serai plus bref, ce projet d'édition qui nous permet effectivement de mieux comprendre ces négociations, projet d'édition des sources relatives à la paix de Westphalie, les actes Apaches conçus en 1957 après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 49 volumes ont été publiés à ce jour et donc le volume 50, dernier de la correspondance politique française, vient d'être communiqué à un groupe de chercheurs en avant-première. Les actes Apaches westphaliques se composent de 3 séries, dont 2 intéressent plus particulièrement la France et la politique de Mazarin. La première série est destinée à l'édition des instructions principales données aux ambassadeurs des différentes délégations au début des négociations, en l'occurrence la France, la Suède et les impériaux. Donc c'est là qu'on trouve la grande instruction minutée par Richelieu, puis donnée aux ambassadeurs par Mazarin. La deuxième série est consacrée aux correspondances diplomatiques, c'est-à-dire aux dépêches que les plénipotentiaires des différentes délégations ont adressées à leurs supérieurs et aux instructions qu'ils ont reçues de leur part au cours des pourparlers. Et donc pour la délégation française, la correspondance des 3 ambassadeurs Longueville, Davos et Servien avec Anne d'Autriche, Louis XIV, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères Loménie de Brienne et Mazarin est déjà publié pour la période qui va de l'arrivée de la délégation à Münster en 1644 au mois de mai de l'année 1648, dans la section B de la série 2. Le premier volume a été publié en 1979, donc actuellement il y a 8 volumes qui couvrent la période 1644 à 48. Le volume 9 en cours de préparation comporte les dépêches depuis la ratification de la paix hispano-néerlandaise à Münster en mai 1648 à la conclusion de la paix entre la France et l'empereur au mois d'octobre de la même année. Je dirais quand même, bien que la France ne soit pas directement concernée, un mot de la série 3, qui est constituée de documents divers, journaux des négociateurs qui nous font découvrir au jour le jour la vie des plénipotentiaires, les conditions matérielles et intellectuelles de leur existence et leur art de négocier, donc le diplomate au travail à l'époque de Mazarin. Ces sources sont donc de toute première importance, on peut dire, non seulement pour les questions toujours d'actualité de l'histoire classique des relations internationales, mais aussi pour les nouvelles interrogations qu'elles suscitent, notamment à l'égard des structures de la diplomatie, des rapports entre souverainetés à l'époque moderne, et aussi pour les problèmes liés au quotidien du diplomate.
Donc, il y a la section des journaux des négociateurs ou les journaux des plusieurs députés de l'empereur, mais aussi celui de Kiji a été publié en tant que médiateur de la paix entre la France et les Habsbourg d'Autriche et d'Espagne. Donc, pour bien comprendre la politique de Mazarin, à l'époque, ce journal de Kiji est extrêmement important. Alors, on a critiqué certains volumes de cette série au moment de leur première publication, à partir des années 1960, puisque tout simplement, les historiens de l'époque n'ont pas vraiment compris l'intérêt des documents. On s'intéressait à ce moment-là à la grande politique et pas au contrat de location passé par les négociateurs avec les propriétaires des maisons qui louaient. Donc, toute cette histoire de la diplomatie au quotidien. Mais je ne vais pas insister là-dessus parce que ce n'est pas notre argument aujourd'hui. Alors que dans la série 2 comportant la correspondance diplomatique des grandes puissances signataires des traités du 24 octobre, le dernier volume de la correspondance diplomatique impériale que j'ai eu l'honneur de préfacer a été publié en 2015, après l'achèvement de la sous-série de la correspondance suédoise dès 1994. C'est donc à l'heure actuelle que la touche finale est apportée à la sous-série de la correspondance diplomatique française. Et les dernières dépêches datent donc du 25 octobre 1648, lendemain de la conclusion du traité de Münster. À ce moment-là, le comte Servien, seul ambassadeur de France à signer la paix de Westphalie, annonce la signature dans une dépêche envoyée au secrétaire d'État aux Affaires étrangères Brienne, qui sinon est plus ou moins contournée par Mazarin. Donc Servien rapporte, je cite, « J'envoie à la reine le traité de paix fait avec l'empereur qui fut hier signé avec ses plénipotentiaires. J'avais cru de charger ce gentilhomme, émissaire de Servien, de l'original, mais diverses raisons m'en ont empêché. La première que les impériaux et les Suédois ne l'envoient pas encore, la seconde que depuis l'arrivée de quelques troupes lorraines en ce pays, la sûreté n'est pas entière par les chemins. Malgré la signature des traités, la paix n'est donc pas encore devenue une réalité tangible, d'autant plus que la Lorraine est formellement exclue de la paix alors que la guerre franco-espagnole est en cours. Et ces troupes lorraines vont encore poser des problèmes pendant toute l'année 1649. On sait que Kiji, qui quitte Münster à la fin de 1649 seulement, doit se procurer une escorte à cause du danger que posent ces troupes lorraines encore un an après la conclusion de la paix. Néanmoins, d'après Servien, la nouvelle de la paix est accueillie avec grande joie. La réjouissance, précise-t-il, est grande par tout ce pays, où beaucoup de gens qui n'avaient pas approuvé les conditions de la paix ne laissent pas d'en accepter les faits avec contentement. Dans sa lettre adressée à la reine le même jour, Servien ne manque pas de souligner les cérémonies religieuses suivant la signature des traités, je le cite encore. Aussitôt après le Te Deum a été chanté dans toutes les églises où le son des cloches a aidé à témoigner la réjouissance publique. Dans une autre lettre du même jour, Servien assure au cardinal Mazarin, je cite, que tous les Allemands ont aujourd'hui une très grande vénération pour leur majesté et qu'ils croient d'être redevables à la France seule de la paix qui vient d'être faite. Les Espagnols ne disent encore rien, mais les États de l'Empire sont bien résolus de le presser comme il faut. On voit très bien que la paix de l'Empire est surtout considérée comme une étape devant entraîner le traité avec l'Espagne. Comme il exprime enfin dans un courrier à son neveu Lyon, également en date du 25 octobre, la signature de la paix de l'Empire est pour Servien aussi une étape dans sa carrière. Il forme le vœu qu'il puisse bientôt rentrer en France et demande à Lyon de sonder Mazarin sur sa future position à la cour. Très concrètement, il vise celle de gouverneur de Philippe de France, duc d'Anjou, frère du roi. Si les documents désormais accessibles à la recherche historique et qui seront donc publiés, disons, dans les 2 ans à venir, nous présentent en détail la phase finale des pourparlers, ce qui frappe le plus, c'est l'indétermination sur certains points fondamentaux à la veille de la signature de la paix. Mazarin semble toujours ouvert à d'autres solutions à apporter un certain nombre de problèmes, comme la sûreté de la paix. Les projets de ligue conçus par Richelieu ne sont pas du tout écartés dans cette phase finale des pourparlers. Ils sont toujours présents dans la correspondance politique française comme une option à ne pas éliminer définitivement. Quant à l'acquisition par le royaume des parties habsbourgeoises de l'Alsace, la question du fief revient sur le devant de la scène en mai-octobre 1648. Alors en fait, lorsqu'on a négocié sur l'Alsace en 1646, ce sont les impériaux
qui ont proposé aux Français de prendre l'Alsace en fief, en toute souveraineté, au lieu de fief de l'Empire. Et la raison pour l'empereur de faire cette offre aux Français, c'était bien entendu d'écarter le roi de la diète de l'Empire. Or, en 1648, donc, on rediscute de cette question, alors que la France a déjà formellement accepté en septembre 1646 et novembre 1647 la souveraineté française en Alsace proposée par les impériaux dès le printemps 1646. Retenue comme avantageuse, cette offre impériale présentait tout de même certains inconvénients, écartant donc la France de la diète de l'Empire. En ce qui concerne l'alternative entre souveraineté et fief, un mémoire de Louis XIV daté du 8 mai 1648 signala Servien que le gouvernement ne s'était toujours pas décidé, puisque les deux solutions avaient certains avantages, mais aussi des inconvénients. Pour sa part, Servien réfléchissait toujours à une éventuelle inféodation du roi et demanda le 6 octobre 1648 des instructions à ce sujet. Là, on est à 15 jours de la conclusion du traité. Servien voulait surtout savoir quelles modalités il devrait fixer le cas échéant pour la représentation de la France à la diète de l'Empire. La réponse du gouvernement fut rédigée le 23 octobre, veille de la signature du traité, le gouvernement étant alors, je cite, « si occupé la semaine passée aux affaires du Parlement, qui étaient sur leur fin, pensait-on, qu'on n'eut pas le temps de répondre à la dépêche du dit sieur Servien du 6e du courant. » Donc, c'est le conflit avec le Parlement qui fait que le gouvernement ne peut pas répondre à temps à une demande de son ambassadeur. La réponse arriva trop tard à Münster pour influencer le cours des événements. Donc, bien entendu, Servien reçut cette dépêche après avoir signé le traité. Dans ses instructions, qu'il reçut donc après le 24 octobre, Servien recevait l'autorisation de décider seul de cette question. On se limitait à préciser, je cite encore, « seulement que Sa Majesté ne considère pas cette affaire ni comme devant rompre la paix en quelque façon que ce puisse être, ni même comme devant la retarder. » Donc en conclusion, si en 1648, tout en abandonnant une grande partie de l'Alsace à la France, l'Allemagne accueillit la nouvelle de la paix avec grande joie, comme le montrent non seulement les dépêches diplomatiques françaises, mais aussi bien d'autres documents, et que ce traité resta la grande paix allemande, la loi fondamentale la plus prestigieuse du Saint-Empire jusqu'à l'époque de Napoléon, la diplomatie mazarine resta souple même à la veille de la signature du traité de Münster. Sur place, Servien, l'homme de confiance de Mazarin, jouit d'une très grande liberté, alors que le cardinal restait ouvert à des solutions alternatives pour l'Alsace et à la conclusion d'une ligue de princes pour garantir la paix. En ce sens, sa politique définie en 1648 préfigure en quelque façon la Ligue du Rhin conclue par les princes de l'Empire et Louis XIV en 1658. Or, quant à l'interdiction imposée à l'empereur d'apporter son secours au roi d'Espagne, Mazarin resta inflexible. Et c'est sur cet article du traité passé avec l'empereur qu'il concentra toutes ses forces pendant les mois d'été de l'année 1648. Et c'est encore le positionnement dans le conflit toujours en cours avec Philippe IV qui explique l'intérêt porté par la France en 1658 à la Ligue du Rhin, chef-d'œuvre diplomatique de Mazarin selon Jean Béranger, et en même temps la réalisation d'un rêve de Richelieu. Merci de votre attention.